Mi dica un po', oggi come si sente rispetto agli altri giorni? Dites-moi, comment ça va aujourd'hui? Les forces s'affaiblissent. E i dolori? Et les douleurs? Les douleurs se multiplient si je ne prends pas la morphine. Come dire che se non prende... Vous voulez dire que si vous ne prenez pas régulièrement la morphine, les douleurs reviennent? Sans doute. Donc il faut être précis. Oui, ce n'est pas une plaisanterie. Vous pensez pouvoir rentrer à la maison? Sans autre. C'est douloureux d'avoir un cancer. Mais si vous allez plus mal, vous reviendrez à l'hôpital ou bien vous préférez rester à la maison? Si j'ai l'assistance nécessaire, je préfère rester à la maison. Stare a casa. Anche se le cose dovessero... Même si les choses devaient mal tourner? Je pense que oui. Vous avez déjà pensé à la mort? C'est difficile de donner une réponse. Elle ne vous effraie pas? Non, car j'ai compris que dans ce monde, il y a la naissance et la mort. Ho capito che su questo mondo c'è la nascita e la morte. E allora Come fatto naturale. Comme un fait naturel. Sans autre. mi dà un conforto. Lei con queste parole però fa coraggio. Avec ce que vous dites, vous donnez du courage à ceux qui ont une maladie comme la vôtre. Vous montrez qu'on peut vivre et avoir envie de rentrer à la maison. Senz'altro. Però Sans autre. Mais c'est difficile. Oui, c'est difficile. Il ne faut pas se sentir seul dans cette maladie. C'est ça qui est important. Oui, c'est ça. facciamo la barba. Dove va? Fare la barba? Ah, qui. Aspetti che... Ah, va in piedi la fa. Sì. Ecco. Ascolta, a quel vecchio lì, santo cielo, che ha voglia di farsi bello, mentre tra pochi giorni per vivere. Mais ce vieux, juste ciel, qui pense à se faire beau, alors qu'il lui reste peu de jours à vivre. Mais il faut toujours avoir confiance dans la vie. Si on perd cette confiance, on reste au lit tout le temps. Je pense qu'il faut avoir confiance. La confiance, l'espoir, c'est le dernier à mourir. Penso che sia l'ultimo a morire. Quand on vous montre l'enterrement de Coluche ou quand on vous montre Challenger qui explose dans l'espace, il y a là un rite mortuaire, un enterrement de première classe, si on peut dire, qui vous est comme ça lancé à la figure et qui montre que cette mort-là, elle vous immunise de votre propre mort parce qu'elle vous permet de prendre des distances par rapport à elle. Alors je crois que de plus en plus on a perdu... peut-être que c'est un bien, mais qu'on a perdu cette proximité de la mort. Mais si on l'a perdue, il faut qu'on puisse quand même la vivre et ne pas en tomber malade, parce que l'individu et la société est comme l'individu, disons. Qu'une société qui enterre mal ses morts, c'est une société qui tombe malade. L'individu qui n'enterre pas ses morts, ses proches, tombe malade, fait ce qu'on appelle des deuils pathologiques. Alors, il faut quand même voir, est-ce que dans notre société moderne, est-ce qu'il y a des rituels, est-ce qu'il y a des choses qui permettent que la mort se vive bien? Der Film, den Sie jetzt sehen, ist im Rahmen vom Projekt Kranke und Sterbende von der Caritas Schweiz. Le film que vous regardez actuellement a été conçu dans le cadre du projet Malades et mourants de Caritas Suisse. Nous avons remarqué que la détresse morale est très grande chez les personnes gravement malades ou mourantes. On peut sans doute faire beaucoup du point de vue médical contre les souffrances physiques, on peut les atténuer. Mais avec la souffrance morale, beaucoup de personnes gravement malades et mourantes se retrouvent toutes seules.
Le projet Malades et Mourants de Caritas Suisse aimerait contribuer à ce qu'il se passe quelque chose pour lutter contre cette détresse, contre la détresse morale des personnes gravement malades et mourantes, mais aussi contre la détresse des proches et des personnes qui doivent les accompagner et les soigner. Und Sterbenden, aber auch gegen die Nöte von ihren Angehörigen und von den Menschen, die sie begleiten und pflegen müssen. Ce phénomène de la mort et du deuil que ça entraîne chez tous, chez vous, chez moi, chez la famille évidemment, chez les professionnels, chez les bénévoles, ça doit être pris en compte. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir évoquer les problèmes que ça nous pose. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir décharger cette émotion qu'on a eue parce qu'un malade qu'on a connu est mort. Alors on pourrait dire qu'il y a des malades avec lesquels on s'attache plus et pour lesquels on va avoir plus de problèmes au moment de leur mort, mais on se rend compte que c'est pas seulement ça, c'est tous. C'est cette succession qui va devenir quelque chose de lourd et il faut pouvoir aborder cette question, il faut pouvoir discuter de ce phénomène de la mort. Et là, on rejoint, je dirais, un phénomène de société. Notre société avait évacué le problème de la mort. Je pense que le premier mérite des soins palliatifs, c'est d'avoir ramené le thème dans les discussions, dans la société. C'est un problème qui concerne tout le monde. Peut-être la science et les sciences médicales en général nous ont donné l'illusion de l'immortalité de l'homme. Hein? Au fond, dès qu'on a un petit quelque chose, on est pris en charge et souvent, quand la mort arrive, elle est vécue comme un échec. Justement, ceux qui essayent d'être de nouveau réinventés, c'est de ne plus vivre la mort comme un échec. Et pour les soignants, de se dire que s'ils ont réussi à apaiser la douleur et à adoucir la souffrance humaine, la souffrance psychologique, la souffrance spirituelle, ils ont beaucoup fait. Le malade meurt parce que la mort fait partie de la condition humaine, mais ce n'est pas un échec humain. Il y a donc une certaine acceptation de cette limite qu'est la mort. Et tout un renversement. La mort du malade n'est plus vue comme l'échec du soignant. Alors il est vrai, il reste des cas où ceci ne peut pas être réalisé. Alors c'est cela l'échec. Et de toute façon, il reste que ces soignants, mais également les équipes de bénévoles et les équipes d'aumôniers, n'ont pas la prétention de supprimer toute souffrance. Ils essayent d'adoucir la douleur physique. Là, on peut faire beaucoup pour la douleur physique. Ils n'essayent pas de supprimer la souffrance humaine, mais ils essayent de faire en sorte que, malgré cette souffrance, et même dans cette souffrance, il y ait création de quelque chose, création d'une relation, attention à l'autre. Et c'est précisément la création de cette relation qui permet d'adoucir la souffrance, qui est liée surtout d'ailleurs à l'angoisse et à la solitude, d'où l'importance de la présence humaine. Sono un po' di compagnia. Vuole un po' di compagnia. No. Non posso rispondere. Perché? A male? No, perché non sono abituata a parlare. Non me lo dici? No. Dai, faccio questo favore. Non si ricorda bene il nome. Si ricorda? Lo sta pensando in questo momento e non me lo dice. Le bénévole reste auprès de la personne qui est seule, qui a besoin, l'écoute, ne projette rien, lui fait sentir sa présence. Il lui fait comprendre qu'il peut toujours compter sur lui. Je crois que c'est cela son rôle. Io penso che sia solo questo quello che deve fare un volontario. Wir möchten, dass in der ganzen Schweiz sich etwas anfängt zu bewegen. Nous aimerions que dans toute la Suisse, quelque chose commence à bouger,
afin que la détresse des personnes gravement malades ou mourantes, mais aussi des personnes qui veulent les aider dans leur cheminement, puisse être apaisée. C'est pour cela que nous travaillons pour que partout, dans les différentes régions de la Suisse, des groupes d'accompagnants aux mourants puissent se créer. En tant que Caritas Suisse, nous pouvons aider de plusieurs manières. Souvent, dans un village, nous donnons simplement une stimulation pour que quelque chose se crée et souvent aussi nous accompagnons la commune jusqu'à ce que le groupe existe. Un exemple, Malters nous a demandé, car ils auraient bien aimé créer un groupe, si j'étais disposée à donner une information d'orientation dans la commune. Après une entrevue avec les organisateurs, une soirée a été annoncée où 2 à 3 douzaines de personnes sont venues s'informer. Puis un groupe stable s'est formé, que Malters a réuni tout seul et s'est occupé à savoir comment les former. Ce groupe travaille depuis à peu près 1 année et demie. Qu'avez-vous eu comme motivation pour accepter une telle tâche d'accompagnement ou en d'autres termes, qu'avez-vous fait comme réflexion à ce moment-là, lorsqu'on informait à Malters sur le groupe qui devait être créé pour accompagner les malades et mourants? J'ai eu à ce moment-là des parents âgés et j'ai pensé que je pourrais apprendre quelque chose pour que je puisse les soigner le jour où ils seraient malades. J'étais chez mes parents lorsqu'ils sont morts et chez ma belle-mère lorsqu'elle est morte. Et je n'ai pas eu du tout peur. J'ai trouvé que c'était quelque chose d'extraordinaire de pouvoir être avec eux, qu'on puisse les aider, un peu prier selon la situation. C'est un enrichissement pour soi-même. Jusqu'à présent, je n'ai vécu que des choses positives. Pour moi, ça a été une situation analogue. J'ai aussi des parents et des beaux-parents qui, oui, sont âgés et je souhaite pouvoir les accompagner le mieux et le plus longtemps possible. Et de l'autre côté, il m'a semblé que c'était pour moi personnellement une confrontation avec le fait de mourir qui me préoccupe personnellement. Und andererseits hat es mich gedacht, ist es auch für mich ganz persönlich eine Auseinandersetzung mit dem Sterben. Es beschäftigt mich auch eben persönlich. Ich habe also erstens einmal den Tod früher weit weggeschoben. Ich hatte Angst vor dem Tod. Ich hatte schreckliche Angst. Jadis, j'ai tout d'abord évacué la mort loin de moi. J'avais peur de la mort, une peur terrible, que lorsque mes parents mourraient, je ne serais pas à la hauteur, que j'y serais et que je regarderais cela comme une chose négative. J'étais présente à la mort de mon père et cela a été pour moi une expérience extraordinaire. Lorsque ce cours a été annoncé, j'ai pensé, oui, ce que tu as vécu avec ton père, tu pourrais au fond continuer à l'appliquer et à l'apprendre. J'ai toujours désiré ne pas être seule lorsque je mourrais et j'ai trouvé que cela, on ne devrait le faire subir à personne. Ceci a été ma motivation. Ich habe mir auch selber immer gewünscht, nicht allein sein, wenn ich einmal sterbe. Und ich habe gefunden, das darf man niemand antun, allein zu sterben. Und das war die Motivation, dass ich gedacht habe. Darf ich eine weitere Frage stellen und Sie wollen fragen, was bringen Sie für... Puis-je vous demander quelles sont les qualités que vous apportez ou que pensez-vous devoir savoir faire pour vous croire capable d'assumer une telle tâche? Sich zutrauen, zu übernehmen. Also ich kann nichts. Wenn da sitzen, Je ne sais rien qu'être assis là, tenir la main et regarder, donner à boire et essuyer le front. Je ne suis pas capable de beaucoup d'autres choses. Je crois que le plus important, c'est d'être là, de donner la paix et d'écouter.
die ersten paar Mal nicht dabei war, oder die ersten 2-3 Mal, bin ich viel nervöser gewesen. Gut, bei uns kommt es natürlich vielleicht auch das... Les premières fois que j'étais présent, j'étais beaucoup plus nerveux. Bon, chez nous, c'est peut-être aussi conditionné par la profession. On a toujours le sentiment qu'on devrait encore pouvoir aider. Pourrais-je encore faire cela? C'est pourquoi je pense que je trouverais presque mauvais d'être très bien formé au niveau des soins. Car autrement, on a toujours le sentiment de pouvoir encore faire ceci ou cela. Moi, je trouve très dommage que ce soit comme cela. Je trouve qu'en n'étant pas formé au niveau des soins, on appréhende la situation d'une manière plus naturelle. Tu travailles avec ton instinct. Nous sommes en ce sens plus calmes que le personnel soignant qui veut encore entreprendre je ne sais quoi. À partir du moment où les bénévoles viennent remplacer des professionnels ou une activité professionnelle spécialisée, par exemple, d'animation, de musicothérapie, d'alimentation, de soins, alors à partir de ce moment-là, vous avez un très grand risque que les bénévoles se professionnalisent et vous aurez immanquablement des conflits entre les professionnels qui se sentiront menacés par les bénévoles. Et il y aura un rejet général de tout le bénévolat. Lorsque nous voulons faire cette activité, nous avons sûrement au début un peu peur et une certaine tension est tout simplement là. Même si nous sommes âgés et mûrs, nous sommes des apprentis. Je pense que cela a aussi à faire avec le respect. Je vais toujours respectueusement vers une autre personne. Totalement décontractée, je ne le suis jamais. Je pense que ça me touche beaucoup à chaque fois et je trouve bien que ce soit comme cela. Ich merke, bei mir hat das mit mir selber etwas zu tun. Wenn ich jetzt selber im Moment eine schlechte Phase habe, ich vor meinem eigenen Tod wieder Angst. Je remarque chez moi que ça me concerne personnellement. Lorsque je traverse une mauvaise passe et que j'ai à nouveau peur de ma propre mort, que tout me tombe dessus, alors j'ai aussi peur de la mort d'une personne que j'accompagne. Mais si c'est tranquille en moi, si je suis OK, alors je suis bien touchée, mais ça ne me fait pas peur. Oui, à cause du respect de mourir. Et cette atmosphère a quelque chose de particulier. Vor dem Sterben allgemein. Und für Ganze, mich denke immer, die Atmosphäre schon, ist schon etwas, wo man, ja, wo etwas Besonderes ist einfach. Für mich ist es immer, bis ich gegangen bin mit Maria. Pour moi, jusqu'à ce que j'y aille, et peut-être au début, et jusqu'à ce que j'ai un peu de contact et que je sais un peu, oui, je ne sais pas comment l'exprimer, jusqu'à ce que je suis un peu familière à la situation que je rencontre, je ressens aussi de la tension. Mais au fil du temps, celle-ci s'estompe. Enfin, on dit souvent que les personnes qui ne sont pas très sûres d'elles, c'est ceux qui vont justement, qui sont plus ouverts à ce qui peut arriver. Et je crois que ça, c'est une des qualités, c'est d'être ouvert à ce qui peut arriver, d'accepter qu'on va apprendre plein de choses, qu'on va faire soi-même un chemin intérieur, parce que je crois que de côtoyer des grands malades, leurs familles, de gens qui vont mourir, ça nous pose toutes sortes de questions à nous-mêmes. Donc c'est cette ouverture à s'engager sur un chemin, en fait. Oui, qu'il y ait des groupes, c'est bien. Mais ça serait encore mieux si on n'avait pas besoin de ce genre de groupe. Mais comment réaliser ça? Je ne sais pas non plus. Il faut un changement total de la société. Ein anderes Beispiel, wie wir mit einer Gemeinde zusammen geschafft haben als Caritas Schweiz. Un autre exemple de la façon dont nous avons travaillé avec une commune en tant que Caritas Suisse est Ohrdorf. Une idée émise par le conseil paroissial qu'un tel groupe devrait exister a été organisée œcuméniquement. Plusieurs manifestations ont été annoncées. Elles étaient ouvertes à toute personne intéressée et seulement après nous avons créé un groupe d'accompagnement à proprement dit. Eine eigentliche Begleitgruppe zu bilden. Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann dort nur die Aufgabe dort sein, dann gehe ich gar nicht. Si j'ai le sentiment que ma tâche ne se résume qu'à être là,
alors je n'y vais pas. Car moi je crois que lorsque je vais dans une chambre, je sais que dans celle-ci se trouve une personne mourante. Alors je veux y aller, je veux me donner, comme je suis. Pas comme il me veut, ceci est très différent. Il doit m'accepter tel que je suis. Mais je ne serais pas dans ce groupe si je n'étais pas convaincu que la seule chose que nous pouvons offrir, c'est notre personne. Nous ne pouvons pas communiquer un savoir. On ne peut pas tenir de discussion théologique. Au plus, transmettre ce qu'est notre background. Nous ne pouvons pas, non plus, établir de grandes expertises médicales. Nous sommes là. Et c'est quoi nous? C'est vraiment notre cœur, notre âme, notre corps. Et cela, nous pouvons le mettre à la disposition de cette personne pour un certain temps. Et c'est sûr que certains nous interpelleront plus que d'autres. Il sortira plus de nous-mêmes ou alors nous aurons plus de retenue. C'est comme dans la vie privée avec les gens bien portants. Le magnétisme de la personne a des effets différents. Je le sens lorsque quelqu'un se soude littéralement à l'accompagnant. L'accompagnement est dénué de sens s'il ne s'agit que de faire qu'une personne soit là. Ça n'a pas de sens. Il me semble aussi certain que l'on doit pouvoir parler dans le groupe lorsqu'on a fait une veille et qu'un problème surgit, qu'on puisse parler après et ensemble dans le groupe de ce qui nous a travaillé et de pouvoir ainsi le partager. On apporte chacun quelque chose de riche qui dépend de notre propre personnalité, nos propres dons, mais que c'est une touche de couleur dans une plus grande peinture où d'autres vont mettre d'autres touches de couleur. Et je crois que quand on sait qu'on va apprendre des choses, qu'on s'engage sur un chemin qui est une sorte d'aventure et qu'on est prêt à jouer cette aventure, et puis qu'on sait aussi qu'on travaille en équipe et que donc d'autres vont avoir des relations privilégiées avec le même malade que nous, je crois que déjà on pourra faire un bon chemin comme bénévole. Je trouve cela important. Je ne suis pas une spécialiste et je n'aimerais pas devoir l'être. Ça me paraît important, c'est simplement une tâche. Ça me paraît essentiel et d'être toujours simplement ouvert à la situation qui se présentera ce soir. Je ne sais jamais comment ça sera, même si je connais certains éléments qui l'entourent. Mais comment sera cette soirée, on ne le sait pas. Et je me laisse affecter, ça peut me toucher. Si je ne le voulais pas, je ne le ferais sûrement pas. Et le malade lui-même peut m'affecter, mais aussi les proches, ceux-ci on devrait pouvoir le supporter. Mais construire une amitié, tu sais que ces dernières années, tu pénètres dans beaucoup de familles. On pourrait parler pendant une soirée sur le thème de l'amitié. Oui, c'est vrai, je crois qu'il se crée de la sympathie, une relation, mais il me semble que lorsque le patient est éventuellement décédé, cela s'estompe, sans quoi tu aurais avec tous des relations et des contacts qu'il faudrait maintenir, et une amitié, il faut l'entretenir, ce que je trouve impossible. Si on me disait qu'on ne doit pas le faire, alors je n'irais pas. Je suis attentive à cela. Il se peut que ça se passe une fois, qu'il y ait des relations que je veux entretenir. Au contraire, on devrait encore plus pouvoir accompagner la famille. C'est dommage qu'on manque parfois de temps. Et à propos d'être affectée, je veux être touchée, mais je dois prendre garde de ne pas trop le prendre sur moi. Je dois bien pouvoir lorsque je rentre chez moi. Je le dis comme je le dis en général, nous devons apprendre avec nos sentiments, mais pas en souffrant. Quand on souffre à ne plus pouvoir travailler, alors, je crois que c'est comme mon slogan, essayer de, mais quand je souffre trop, je le remarque et je dois faire attention à moi. Accompagner quelqu'un en train de mourir,
Ça veut dire accompagner quelqu'un qui est en train de vivre. Ça veut dire être avec quelqu'un qui vit, qui dans quelques instants ou dans un certain laps de temps plus ou moins long va mourir, mais qui, dans l'instant présent, est en train de vivre. Je crois et j'en suis convaincu que si cette possibilité d'accompagnement n'avait pas existé pour la nuit et qui nous a beaucoup déchargés, il n'aurait pas été possible de garder notre père aussi longtemps à la maison. Ça ne serait pas allé. C'est ainsi que nous avons vécu l'engagement de ce groupe. Mais ça demande aussi de se surmonter pour laisser son père et sa mère dans les mains d'une personne étrangère. Bon, adesso non si prepara da nel giù, lo vedi? Non si prepara magari da nel giù, a tirare via il tavolino, questo tiro via. Spartirai. E me, perché poi voi dovete fare un po' fatica anche. Ecco, sul tuo bavo lì. Uns ist es sehr wichtig, dass nicht nur der Schwerkranke im Zentrum. Il nous paraît très important que non seulement le mourant soit au centre du travail et de l'effort, mais que l'on prête attention aux proches qui sont eux aussi mis à l'épreuve par l'accompagnement du malade. Vom Schwerkranken stark gefordert sind. Uns ist es auch wichtig, dass die Nachbarschaftshilfe. Nous sommes aussi d'avis de mettre en valeur l'aide entre voisins. Il est important que notre voisin, lorsqu'il tombe malade, ait quelqu'un qui s'inquiète à son sujet, qui le veille et qui peut lui venir en aide. Dass jemanden hat, der ihm nachfragt, der ihm gewisse Hilfen leisten kann. J'avais refusé de faire partie d'un groupe parce qu'il me semblait que j'avais pas assez de force. De groupe d'accompagnement aux malades en fin de vie. Et puis, comme déjà à ce moment-là, nous allions très très souvent chez cette tante qui avait environ 95-96 ans, je m'étais familiarisée avec, je dirais, la dernière étape de vie des personnes âgées, et j'avais lu un des premiers livres de Madame Kübler-Ross. Et après l'avoir lu, je crois que j'en ai eu d'autres, et c'était un problème à laquelle je m'étais attachée en prévision justement de cette prise en charge de cette tante qui était presque sans famille. Puis il est arrivé le moment où, à 99 ans, et vraiment elle était si faible, elle ne pouvait plus rester seule chez elle, et il a fallu vraiment décider le moment qu'elle quitte son appartement. Et j'étais chez elle pour le week-end, et elle m'a dit, alors tu sais, j'ai fait un beau rêve. J'ai dit, quoi? Eh bien, je vais à Marchissy. J'ai dit, comment tu vas à Marchissy? Mais oui. J'ai dit, mais tu viens pas à Marchissy, on t'a trouvé une pension. Mais non, je vais à Marchissy, la chambre du balcon est libre, n'est-ce pas? Il n'y a personne. Je dis, non, non, vous l'avez fait ranger. J'ai dit, elle est rangée, elle est toute neuve. Eh bien, c'est ma chambre. Et nous nous sommes rendus compte que c'était vraiment une prise en charge très très dure, très lourde sur un plan physique, pas du tout sur un plan moral, parce qu'elle était délicieuse à vivre, mais d'autre part, sans s'en rendre compte, délicieusement exigeante. N'est-ce pas? Oui. C'était une fin tout à fait normale, une fin de vie très belle. Mais alors nous étions absolument à bout de force, épuisés. Il y a eu le fait que Madame Bizeran nous a expliqué d'une façon
très précise qui viendrait, qui elle était, ce qu'elle faisait. Ça, c'était une chose, on savait toujours qui venait. D'autre part, le premier soir, elle nous a dit, nous sommes un groupe de bénévoles qui sont à la disposition des familles. Et nous venons de vous tendre la main. Moi, je crois que l'attitude alors de la bénévole là est tout à fait primordiale. De la façon dont elle entre en contact avec la famille, de la façon dont elle conforte chacun. Là, c'est une attitude, disons, naturelle. Vous pensez que c'est quelque chose de naturel ou c'est quelque chose qu'on apprend? C'est quelque chose qu'on peut acquérir. À Aubonne, il parlait Sœur Véronique, il parlait une dame de Genève, je ne sais plus son nom, il y avait Madame d'Iseran, et puis Béatrice Vaucher. Chacune a parlé et discuté. Ils ont dit qu'il y avait des papiers, que si les personnes s'intéressaient pouvaient prendre ces papiers pour s'inscrire. Et là-dessus, moi j'ai pris les papiers pour qu'on puisse s'inscrire avec Marie-Lise. On voulait en discuter. Et puis ça s'est trouvé qu'on s'est trouvé 4 du village qui se sont inscrites pour faire ce cours. Et disons, l'expérience avec votre marraine nous a justement motivés. Puis on a pensé qu'on pouvait donner à d'autres ce que nous, on avait reçu. Que c'était normal qu'on puisse faire la même chose pour d'autres personnes. Vous avez eu pas, disons, le sentiment que pour faire un travail comme ça, enfin, il faut des qualités tout à fait extraordinaires. Enfin, vous n'étiez pas un peu... On se pose toujours des questions. Écoutez, on est peut-être un peu craintif, et plus on va en avant, plus on se dit, est-ce qu'on saura? Puis je pense qu'il faut prendre les choses comme elles viennent. Je suis l'aînée du groupe. J'ai souvent senti que ça faisait aussi une différence par rapport à une approche de la mort. Une question d'âge, c'est... Je suis vraiment en âge de pouvoir mourir d'une minute à l'autre. Beaucoup plus qu'une autre jeune femme, je dirais. Mais de toute manière, nous sommes des gens ordinaires. N'importe qui est confronté avec la mort et la maladie. Vous voyez, la seule chance que nous ayons par rapport au commun des mortels, c'est d'avoir pu en parler et d'avoir presque un vécu partagé avec un groupe. On a eu 18 rencontres en tout, 18 rencontres de préparation avec la coupure de l'été. Je crois que ce serait bien de faire un tout petit peu un point, un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont davantage frappé que d'autres? Des points principaux que vous aimeriez bien relever? Il me semble que ça a été beaucoup plus important comme travail intérieur qu'un cours comme on les fait habituellement. Technique. On a aussi reçu des données très précises, disant comment se présenter, les gaffes à ne pas faire, des choses auxquelles on ne pourrait pas penser nécessairement, mais qui peuvent heurter ou faire souffrir la personne qu'on a en face de nous. Donc ça, c'était la partie qui était, disons, c'est là qu'on avait reçu la partie théorique. Il y a des exemples dans cette partie théorique qui vous ont frappé? Bon, oui, alors ça, c'était très précisément quand on avait toutes dit on va donner la main à la personne qui est là, on va lui prendre la main. Et on a appris qu'il ne fallait pas la prendre, qu'il fallait peut-être glisser la sienne dessous pour laisser au malade la liberté de la retirer s'il n'a pas envie de nous toucher. Parce que, étant mère de famille, on a toujours tendance à sécher petit, etc. Et c'est pas une chose à laquelle on pense nécessairement. Mais qui est très juste, c'est vrai. Moi, je crois que si moi j'étais très faible ou liée, je voudrais pas qu'on vienne, à moins que j'en donne la permission. On avait aussi parlé donc de la paix intérieure. Donc, ce qui est très très important, parce que si on n'est pas en paix avec soi-même, on ne peut pas apporter au chevet du malade quelque chose. On lui apporte de l'agitation parce que ça se transmet instantanément. Et le travail qu'on a fait sur la paix intérieure, c'était très intéressant aussi. Parce que c'est vrai. Et ça vaut dans la vie de tous les jours, avec les relations qu'on a avec la famille, avec n'importe qui. Si on se sent bien avec soi-même, ça va beaucoup mieux partout. J'ai souvent repensé, parce qu'on a eu un décès dernièrement au village,
Nous étions très proches de la famille. Et j'ai trouvé qu'on était mieux outillés pour pouvoir aider, écouter et être présente. Ce qui m'a motivée d'abord, c'est d'avoir assisté à une conférence de Mme Poletti, il y a pas assez 10 ans de cela. Elle parlait justement du problème de l'accompagnement des personnes en fin de vie, mais plutôt au niveau de l'hôpital, où on crée des services spéciaux pour les accompagner, pour cet accompagnement-là. Mais je ne me rendais pas compte que je pourrais m'impliquer personnellement là-dedans, à cette époque, pas encore. Mais ça m'a vraiment touchée, je le trouvais fantastique. Et puis après, bon, j'ai vécu le décès de mon papa, j'ai trouvé vraiment alors qu'il avait été seul, vraiment qu'il était décédé seul, alors même que j'étais sensibilisée à ce problème-là, ça s'était vraiment mal passé. Et quand j'ai vu, quand j'ai entendu parler de cette séance-là, j'étais emballée aussi. Et je me suis dit, voilà, tu peux concrétiser ça de cette façon-là. C'était ce cheminement-là. Puis nous, on a été sensibilisés par les dames qui sont venues soigner notre tante. Alors on a dit, pourquoi pas faire la même chose? Parce que peut-être on en est capable. Oui, pourquoi pas essayer avec un petit point d'interrogation personnel. Si on osait encore à notre âge faire quelque chose. Si, faire suivre un cours pendant une année, ça faisait question, nous étions si fatigués. Est-ce qu'on arrivera à tenir jusqu'au bout? En tout cas, c'était vraiment une vraie question, une question de santé, une question de fidélité à quelque chose qu'on commençait. Avec Aurore, c'est joli Aurore. Oh, Aurore, elle avait juste une année. Oui, alors ça amusait tellement Français de penser que sa fille avait une année, puis que la marraine, elle avait 99 ans. C'est vrai. C'est extraordinaire. Elle disait cet espace, elle est très souvent venue D'ailleurs, avec le bébé. quand on les voit, là, elle était si contente d'avoir un bébé dans les bras. Elle aimait beaucoup Aurore. C'était assez étonnant. C'est chouette. Comme c'était effectivement le premier accompagnement que je faisais à domicile, pour moi, c'était vraiment extraordinaire. Mais ici, nous avons été élevés avec l'habitude de la porte ouverte et des invités qu'on reçoit. Des invités qu'on reçoit et qu'on prépare, la réception, ou les invités à l'improviste, là, et tout le monde court pour les recevoir. N'est-ce pas, Sylvie? Oui. Ouais, ça, moi, je l'ai senti, alors ça, d'emblée, disons. Quand vous étiez venu chez moi, je crois, oui. Et vous m'aviez dit, voilà quelle est notre idée. On aimerait bien, il y a un groupe qui se crée au Bonn, et on aimerait bien faire partie de ce groupe. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, j'avais pensé à tous ces moments de partage où vous étiez auprès de votre marraine, et je me suis dit, mais absolument, c'est vraiment les personnes qu'il faut pour des accompagnements. Et moi, ça m'a enthousiasmée. J'ai voulu faire de l'accompagnement, c'est parce que j'avais peur de mourir seule. En fait, la mort me faisait peur. Et puis, je réalise que quand on commence ça, ce genre d'expérience, on ne peut plus s'arrêter. Qu'effectivement, il y a cette notion d'échange, ce qu'on peut peut-être apporter, mais surtout ce qu'on reçoit. Et moi, je compare toujours ce moment. Je me dis toujours, il n'y a pas de temps à perdre, c'est un moment important. C'est un moment aussi important que la naissance. Et il faut être là, et je le suis de plus en plus convaincue. Et puis, on ne peut pas être... Je crois que moi, ce que je ressens en tout cas, c'est que je suis prise par un courant. Je ne peux pas m'arrêter. Je me suis mise en route sur le plan spirituel aussi. Alors que chez moi, c'était quelque chose qui était très entre parenthèses à un certain moment. Et puis que plus je fais l'accompagnement, et puis plus j'ai de certitude. Et j'ai dû me mettre en route. Bien sûr qu'il y a des choses très tristes à assumer, très difficiles, et il y en a des autres qui sont très bénéfiques.
Entre autres, j'ai accompagné il n'y a pas longtemps une dame qui est morte à la maison. Sa fille l'a gardée jusqu'à la fin. C'était un cas très lourd pour finir. Et ça a été très bénéfique pour moi et pour elle aussi et sa fille, qui avait 15 ans. Elle a aussi assisté jusqu'à la fin à la mort de sa grand-maman, où elle a pu fermer les yeux avec sa maman et où ils ont vu un magnifique sourire quand elle partait. Alors, j'ai dit que c'est un exemple à suivre pour beaucoup parce qu'on voudrait que les personnes âgées meurent à la maison et que c'est une chose à demander un peu partout et à mettre un exemple parce que c'est pas facile. Mais enfin, maintenant, on a beaucoup de moyens pratiques, même à la maison, si on veut, on peut très bien s'arranger, c'est aussi à la place, naturellement. Mais cette dame, elle a eu beaucoup de joie à garder sa maman. Quand on lui disait qu'il devrait la mettre à l'hôpital, elle a dit non, jusqu'à la fin, je la garde à la maison. Alors c'était quelque chose de merveilleux, j'ai trouvé. Et la fille aussi, elle a été très contente de fermer les yeux à sa grand-maman. Ça fait des années que vous faites ce travail, que vous vous retrouvez. Et après des années d'expérience, tout simplement, pourquoi vous le faites? Moi, j'ai senti un très, très fort appel. Je suis suisse allemande et puis j'ai tous mes parents, tout le monde à Saint-Val. Et puis, je ne peux pas faire ce que je fais ici, je ne peux pas faire pour mes proches. Alors, j'étais très appelée pour faire ici quelque chose. Et j'ai vu, plus que j'ai avancé, plus que ça m'apporte. Et je suis peut-être un peu égoïste, ça me met en valeur. Parce que je peux faire quelque chose pour les gens qui ont besoin de moi, et moi, j'ai besoin d'eux. Je crois que nous devons actuellement faire un effort pour justement montrer que les personnes qui souffrent, les personnes qui vont mourir ont besoin d'être entourées. Et que si on ne peut plus les entourer comme on le faisait autrefois à la maison, on peut venir les entourer là où elles sont, c'est-à-dire à l'hôpital ou dans une autre structure sanitaire. Je pense que cet entourage est important pour celui qui va mourir, mais il est aussi important pour ceux qui vont survivre, parce qu'il me semble que justement, lorsque nous sommes près d'une personne qui va mourir, nous percevons peut-être mieux la valeur de la vie. Et peut-être qu'il y a là une possibilité de respecter justement davantage la vie, en comprenant mieux sa valeur. Il arrive des situations où l'équipe soignante s'aperçoit qu'un malade est ressenti comme ayant besoin affectivement d'une présence presque continuelle. Parce que le malade, quand l'infirmière vient, lui tient la main et ne veut plus le lâcher. Et puis l'infirmière, elle doit continuer, il y en a d'autres qui l'appellent. Donc elle se rend compte qu'elle-même ne peut pas, en ce moment, donner tout ce qu'il faudrait pour le malade. Alors, l'équipe fait appel à nous. C'est quand même moins lourd si l'infirmière peut parler avec la bénévole, peut dire « j'ai de la peine hein? ». Et que, bien oui, elle sent qu'il y a quelqu'un qui est là, qui porte un petit peu avec. Que ça devienne un petit peu un poids qui est un petit peu reparti sur plusieurs épaules. Que ça devienne une peine un peu plus sociale que seulement sur une ou deux personnes. Ma préoccupation, c'est comment les intégrer dans une équipe, dans le sens que ça soit agréable, confortable pour le patient, pour les bénévoles et pour les équipes. Et ma préoccupation sera de trouver un équilibre pour que chacun puisse y trouver une réelle complémentarité. C'est-à-dire que les employés ou les professionnels qui sont dans les équipes ne se sentent pas usurpés dans leur rôle, mais se sentent plutôt aidés dans leur rôle, que les bénévoles trouvent vraiment leur place, n'aient pas l'impression de devoir la faire ou la forcer, et que les familles aussi ne ressentent pas une telle prestation comme une usurpation de leur propre rôle auprès de la personne en fin de vie. Le besoin, je pense, pour toutes les professions d'aide, c'est-à-dire soignantes et sociales,
notamment ces dernières années, à se trouver une identité professionnelle, à trouver son rôle professionnel. Et face à ce malaise de définir son rôle, il est peut-être plus difficile à ce moment-là d'être confronté avec quelqu'un qui nous met face à notre rôle. Moi, c'est une hypothèse que je fais. Puis je dirais que si à l'intérieur il y a des peurs, il y a certainement aussi des peurs à l'extérieur, d'entrer dans un milieu hospitalier, de se trouver face à la mort. Moins la personne sait donner et déterminer un rôle, probablement plus elle sera authentique et capable d'être disponible dans tout le sens du terme. C'est surtout ça, une question de disponibilité. Mais moi je dirais quand même qu'il faut... C'est pas forcément des tâches faciles qui attendent le bénévole. Et je crois qu'il faut quand même se sentir prêt. Il y a des moments qui sont pénibles, je pense aussi pour eux. Je veux dire, accompagner quelqu'un qui termine une vie, c'est quand même un moment important, autant pour la personne qui termine sa vie que pour la personne qui est là pour l'accompagner. Il faut se sentir prêt à assumer ça. Je crois que vraiment, on est tout le temps remis en question. Et moi, j'ai le sentiment qu'on n'est jamais vraiment au clair avec notre mort. On dit aussi que les gens qui s'approchent des mourants, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont très peur de la mort. C'est une manière... Alors, je crois qu'il y a de tout ça. Hein. Mais je crois qu'on n'a jamais résolu. Puis on voit bien, même quand on est professionnel et qu'on côtoie des gens qui meurent régulièrement, puis tout à coup, ça se passe dans notre propre famille, des gens qui nous sont très proches, eh bien... Tout ce qu'on avait appris, on l'oublie instantanément et on a besoin que les autres soient pour nous ce qu'on a été pour eux. Et donc, je crois qu'on n'a jamais fini ce chemin, mais l'important, c'est d'accepter de s'y engager et de savoir que c'est vrai qu'on a aussi des angoisses, qu'on a aussi des peurs, puis qu'on a aussi une paix. Et qu'à certains moments, c'est la paix qui sera le plus importante. Et puis d'autres fois, c'est l'angoisse. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose de... Ça fait partie de notre expérience humaine et c'est notre expérience humaine qu'on partage avec les malades. Et puis j'ai envie de dire que l'important, je crois tout simplement, c'est d'accepter qu'un jour, moi aussi, je vais mourir. Que j'ai une fin sur cette terre. Je crois que ça, c'est indispensable. Je crois qu'on ne peut pas aller au chevet de quelqu'un qui va mourir si je ne peux pas accepter que moi, un jour aussi, je vais quitter cette terre. C'est ça qui est ouais, ça, c'est une condition quand même. Parce que c'est vrai que ce que je vais avoir devant mes yeux, c'est la mort de quelqu'un qui me rappelle que moi, un jour, je serai là dans ce lit comme ça. Hein? C'est seulement ça que je voudrais dire, moi. Oui, moi aussi, à mon avis, il n'est pas absolument indispensable d'avoir la foi pour vivre avec un tout. Mais il faut être honnête avec soi-même, c'est de poser des questions essentielles, je dirais. Et... Ah oui, authentique. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais authentique, est vrai. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Irène, parce que je dois dire que personnellement, j'ai vraiment besoin d'avoir la foi pour faire ces accompagnements. Et je ne vois pas sur quoi je m'appuierais. Je ne peux pas y aller toute seule, parce que si je vais vraiment dans un esprit de pauvreté, alors je ne sais vraiment pas que faire, que donner de moi-même si je n'ai rien à donner. Moi, j'ai envie de dire que ma foi, elle m'aide à moi à être là où je vais. Et si je suis en accord avec ma foi, je suis en paix, je suis, eh bien, bon, c'est pour mon bonheur, hein, c'est tout. Ça ne concerne pas l'autre, mais il sortira de moi quelque chose. Hein. De nos jours, je dirais que 90% des malades que je vois diraient qu'ils n'ont aucune pratique religieuse. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'ils n'ont pas une foi, qu'ils n'ont pas un espoir, qu'ils n'ont pas une spiritualité. Et je crois qu'il y a une très grande différence entre l'esprit ou l'aspect spirituel et la religion. Et je dirais que beaucoup de personnes qui vous disent « je n'ai pas de foi », si vous creusez vraiment et vous leur posez la question différemment, vous leur demandez « qu'est-ce qui vous a soutenu dans la vie ?» Qu'est-ce qui vous a fait passer à travers toute cette terrible maladie et toutes les difficultés autour de ça? Ils vont vous sortir quelque chose qui est très spirituel finalement. Et moi, je suis de plus en plus convaincue que Dieu est là-dedans, quelque part.
quelques noms qu'on lui donne. Je suis acceptée, ce qui m'émerveille chaque fois qu'une personne ou une famille fait appel à l'une de nous, c'est au fond une très grande confiance qu'ils nous font. Nous donnons notre temps, nous donnons notre être, notre présence, toute simple, rien d'autre. Et puis eux nous remettent la personne, puisque nous venons prendre le relais, ils nous donnent leur confiance entière. Moi je l'ai appris aussi comme une gifle par Olivier, parce que c'est moi qui lui ai dit en juillet 87, il était toujours malade. J'ai dit mais il y a quelque chose qui ne joue pas. J'ai dit mais est-ce que tu ne veux pas demander au médecin qu'il te fasse une fois une prise de sang, test au sida? Il m'a dit ah oui, très décontracté. Et puis 2 jours après il allait chercher le résultat, ou 3, je ne me souviens pas. Là encore une fois il est venu, puis il m'a dit oh alors c'est un mois fort, écoute, tu ne te rends pas compte. Alors il m'a dit voilà, j'ai pas pu pleurer parce que je suis très sensible, mais quand lui il est au bout du rouleau, j'ai toujours eu la force, je sais pas d'où elle me vient, de pouvoir pas craquer pour pouvoir le consoler, puis essayer de lui dire mais tu sais peut-être, et comme ça de le consoler. Puis il me disait mais qu'est-ce que j'ai de la chance de t'avoir, tu vois, si toi tu faisais comme les parents de mes copains, que tu m'aurais fichu à la porte, maintenant j'aurais appris que je suis zéro positif, chez qui j'aurais pu aller, qui m'aurait ouvert les bras. Moi, j'ai pas eu peur de mon garçon, mais quand j'ai vu tant de gens qui avaient peur, j'aurais pas pu le dire à mes amies, elles seraient plus revenues à la maison. La grand-maman a veillé une nuit, mais vous voyez, c'est la famille, elle a quand même fait du bruit, ça fait que j'ai mal dormi la nuit. J'ai dit à l'infirmière que je voudrais faire rester une nuit seule avec mon garçon. Puis elle m'a dit non, ça devient trop pénible maintenant, ça vient contre la fin, je crois que vous avez besoin d'avoir quelqu'un. Alors on m'a proposé, Madame Dizeran est venue. Alors là, ça s'est passé très très bien parce que bon, on a déjà aussi de nouveau les présentations, on a bu le café le thé jusqu'à 9h. À 9h, elle m'a dit ben, maintenant il vous faut aller au lit, ça vaut la peine de vous reposer. Puis alors elle m'avait promis qu'elle me réveillait s'il se passait quelque chose, au moins déjà pour lui aider, lui donner un coup de main pour tourner Olivier dans le lit. Alors j'étais au lit à 9h, je me suis endormie tout de suite. Le lendemain matin à 7h, je me réveille affolée. Je regarde à mon réveil, c'était 7h. J'ai dit, ben voilà, j'ai eu peur qu'Olivier soit décédé, puis qu'on ne m'ait pas réveillée. Et puis je me suis dit, puis il a fallu quand même bien le tourner. Je suis vite sortie de ma chambre à coucher, puis j'ai vu Madame Dizeran au pied du lit d'Olivier. Elle a dit, ça s'est très bien passé. J'ai pu aussi le tourner tout seul. J'ai pas voulu vous déranger pour que je puisse avoir une nuit bien pour moi. Je me rappelle que je lui avais dit encore... mais j'ai rien entendu, aucune armoire, rien. Elle m'a dit, mais on apprend ça pour faire le moins de bruit possible. Même pas tirer la chasse d'eau aux toilettes. Alors voilà, ça c'était très bien. C'est comme ça que ça s'est passé, mais peu, parce que finalement, oui, j'ai eu Madame Dizeran une nuit, puis la nuit d'après, le même jour, le dimanche, Olivier est décédé. Si j'étais revenue une 2e fois, je crois que j'aurais pu lui donner plus par le toucher. Mais en même temps, je souhaitais pas prendre votre place. Votre place qui était l'affection et les gestes, il les recevait de vous. Et alors, je voulais, même en étant toute seule, je ne voulais pas prendre votre place. Et je lui signifiais que vous dormiez tranquillement pour reprendre des forces et qu'on était ensemble et puis que le matin allait venir. et le matin est venu. Par la suite aussi, elle m'a fait des visites. Elle s'est proposée de venir pour que je puisse parler de mes problèmes, que j'osais plus parler à mes amis. J'avais peur de les chicaner. Vous savez, bon, on a perdu quelqu'un, c'est mal fait, on a de la peine. Pour la personne qui a perdu un être cher. Et puis après, ça passe, c'est normal, la page se tourne, elle croyait que... Tandis qu'avec Madame Dizeran, j'ai toujours pu dire ce que je ressentais, même pu ouvrir mon jardin secret. Et j'ai eu de la chance, je l'ai eu peu, mais j'ai eu de lui plus d'amour qu'une maman que ça se passe normal, aurait avec un enfant, qu'elle peut le garder très longtemps. Moi, j'ai eu beaucoup en peu de temps. Et c'est ça que j'essaie de me rappeler pour pas trop, avoir de la peine.